Bonjour à tous, bienvenue dans l'Info à chaud, l'émission de débat sur l'actu chaude de la sécurité. Aujourd'hui, on va parler de la réforme positive ou non du CNAPS et des Jeux Olympiques avec le baromètre fiducial Odoxa qui vient de tomber et qui donne des chiffres inquiétants, alarmants, même sur la confiance des Français envers leur gouvernement quant à assurer la sécurité de cet événement planétaire. Aujourd'hui sur mon plateau, Patrick Lanzafame, président du GPMSE, le groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique, nommé à la commission d'expertise du CNAPS au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être là. À vos côtés, Sofiane Akiki, avocat, cabinet Akiki Avocat, avocat à la Cour de Paris. Bonjour Sofiane. Bonjour Alexandre. Merci d'être là. Et face à vous, Georges Fenech, ex-magistrat, expert sécurité et terrorisme, bien habitué de nos plateaux, puisque animateur aussi de l'émission Fenech Security Talk que je vous recommande sur notre site. Alors, on débute avec le CNAPS, Conseil national des activités privées de sécurité, qui, on le rappelle, est un service français de police administrative rattaché au ministère de l'Intérieur. Il est chargé de la délivrance pour l'État des autorisations d'exercice dans le secteur de la sécurité privée, du contrôle et éventuellement des sanctions des acteurs physiques ou moraux de la sécurité privée. Et il a également une mission de conseil à la profession. Pour faire un petit retour en arrière avant de débattre sur justement l'évolution du CNAPS, en 2018, dans son rapport annuel, la Cour des comptes se montrait extrêmement sévère avec le CNAPS. Elle s'inquiétait que plus de 9 demandes sur 10 d'exercer soient satisfaites, doutait de la fiabilité des enquêtes administratives préalables et déplorait la faible assiduité de certains de ses dirigeants et de plusieurs cas de conflit d'intérêts. La Cour regrettait également que moins du tiers des sanctions financières infligées entre 2012 et 2016 aient été recouvertes et que les signalements au parquet demeurent quasi nuls, même pour des faits graves, ce qui laissait le secteur de la sécurité dans une situation anarchique. Depuis, récemment, le CNAPS a changé de président. David Clavière succède à Cyril Maillet et le CNAPS a également renouvelé sa liste des membres de la commission de discipline issue de la sécurité privée. Elle a donc été profondément réformée. Sofiane, avec vous, avocat, est-ce qu'on peut faire le point sur justement ce qui était reproché au CNAPS et ce que les évolutions récentes en son sein vont changer? Alors, le CNAPS est une jeune administration qui est née en 2012 et il y a eu ce rapport 6 ans après sa naissance au vitriol de la Cour des comptes. Et moi, je trouve qu'on a été un peu dur avec le CNAPS. Il y a des choses qui ne vont pas. Faut pas être dans l'angélisme. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette administration, mais on a été un peu dur et on a reproché un peu au CNAPS tout ce qui n'allait pas dans cette profession. Et moi, je considère que le CNAPS n'est pas responsable de tous les maux de la sécurité privée. Il a sa responsabilité, mais ce n'est pas lui qui est responsable des problèmes dans ce secteur. Et donc, ce rapport est intervenu et on a eu une loi donc, qui est entrée en vigueur en septembre et qui va complètement entrer en vigueur pleinement en novembre pour essayer de corriger le tir. Et moi, j'ai plutôt l'impression que cette loi, au-delà de combler les carences vues dans le rapport de la Cour de compte de 2018, c'est plutôt une réforme administrative qui vise à simplifier l'administration du CNAPS. Et en gros, on a donné davantage de pouvoir aux contrôleurs, donc sans augmenter leur nombre, parce qu'il n'y a pas suffisamment de contrôleurs pour contrôler l'ensemble des boîtes de sécurité en France. Donc on leur a donné plus de pouvoir, mais pas plus de moyens humains. Et puisque maintenant ils peuvent établir des PV, donc, et ces PV seront beaucoup plus forts dans les procédures administratives, puisqu'ils seront assermentés. Donc le préfet du CNAPS peut les assermenter. Et ça, c'est tout de même une révolution dans le rôle du contrôleur, c'est une reconnaissance du rôle du contrôleur. Et ensuite, on a donné des pouvoirs au directeur du CNAPS, donc le préfet qui le dirige. Et donc, il est à la fois donc, autorité de poursuite, puisque c'est lui qui déclenche l'action disciplinaire, et à la fois, il peut décider des sanctions, donc des sanctions les plus faibles. Et donc ça, c'est pour être plus efficient dans la sanction des manquements au Code de la sécurité intérieure. Et on a donné, à mon sens, et là je parle en tant qu'avocat, beaucoup trop de pouvoir au préfet, puisque finalement, il peut décider, lui, de soulever des manquements, et ensuite c'est lui qui juge et qui décide si ces manquements sont caractérisés ou pas. C'est encore le cas aujourd'hui? C'est le cas, ça c'est la nouvelle procédure. Donc ça c'est la nouvelle procédure, et bien sûr les boîtes ont 15 jours pour s'ils ne souhaitent pas que la sanction leur soit appliquée, ils peuvent saisir la commission de discipline qui est l'ancienne CNAC en réalité. Et donc les CLAC, donc il y a un degré carrément de contrôle de l'administration qui a disparu, et moi je trouve que les CLAC avaient un rôle qui était important puisqu'elles vérifiaient justement le respect
par l'administration des règles du Code de la sécurité intérieure et pour savoir si on respectait la procédure. Et aujourd'hui, cette garantie a un peu disparu en donnant plus de pouvoir au préfet. Et finalement, il ne reste plus que la commission de discipline où le principe du contradictoire est respecté, c'est-à-dire où les gens peuvent se défendre devant une commission qui est impartiale et qui va juger. Et vu que la commission de discipline est unique, il y en a une en France, ouais. Elle siège à Paris, je me demande comment elle va faire pour absorber tout le contentieux s'il y a vraiment des contestations des décisions du préfet. Georges Fenech, oui. Votre réaction justement sur cette réforme? Et moi, en vous entendant, j'ai un sentiment, si vous voulez, que c'est un monde où il se passe énormément de choses qui ne sont pas conformes au Code de la sécurité intérieure. Au moins, je vois très peu en réalité, on n'entend pas beaucoup parler en tout cas, d'égarements, d'errements, d'infractions commises par des agents de la sécurité. On a toujours tendance à dire c'est une profession mal réglementée, c'est une profession où il se passe un peu tout et n'importe quoi, alors que non, en réalité, c'est une profession très réglementée, très contrôlée, comme la police nationale d'ailleurs, hein, qui fait l'objet de sanctions, etc. Moi, je pense que en insistant de cette façon-là, notamment la Cour des comptes qui nous dit qu'effectivement, il y a 9 demandes d'agrément sur 10 qui sont acceptées, et si ça reflétait une réalité, qu'il n'y a pas suffisamment de poursuites devant le parquet, et si ça reflétait une réalité, pourquoi voulons-nous nous acharner sur une profession qui a fait son ménage déjà depuis de nombreuses années, grâce au CNAPS d'ailleurs, hein, il faut le reconnaître. Maintenant, si on rationalise les procédures, apparemment ce n'est pas tout à fait le cas, puisque le préfet ici sera jugé partie, ce qui n'est pas, à mon sens, conforme à un procès équitable, à une instance disciplinaire équitable en l'espèce. Mais tant mieux s'il y a effectivement des contrôles, des pouvoirs nouveaux, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a affaire à une profession qui ne remplit pas ses missions conformément à la loi. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est une profession qui vraiment, depuis ces dernières années, s'est formée, c'est discipliné, c'est structuré, et c'est ça que je veux retenir. Sophia, une petite réponse peut-être avant que je passe la parole à Patrick Lanzafame. Je suis d'accord avec Georges, hein. On a toujours une vision pathologique de cette profession, et moi en tant qu'avocat je les défends quand il y a un problème, mais on ne dit jamais quand ça va bien, et c'est une profession qui a pris beaucoup en maturité, et encore une fois elle est réglementée de manière intense, parce que le livre 6 du Code de la sécurité intérieure leur impose de nombreuses obligations, mais le CNAPS et leur autorité de contrôle, il fait son travail comme il le peut, mais je suis absolument d'accord, c'est une profession qui dans l'ensemble, fonctionne bien et qui d'ailleurs permet parfois de combler les carences de l'État et en matière de sécurité et vient faire la courte échelle à la police ou à la gendarmerie. Il ne faut pas jeter la suspicion sur cette profession. Il faut la prendre telle qu'elle, avec tous les progrès qu'elle a fait, qui peuvent s'améliorer, mais d'une manière globale, on peut se satisfaire aujourd'hui des évolutions qui sont intervenues ces 10 dernières années. Patrick Lanzafame, vous êtes le patron du GPMSO, vous êtes nommé à la commission d'expertise du CNAPS, commission de discipline qui est donc composée de membres issus de la sécurité privée. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors, simplement pour dresser le tableau, je voudrais quand même donner une précision. C'est vrai que quand ça va mal ou quand ça ne va pas, on a tout de suite la cible du CNAPS, c'est ce qu'ont dit mes interlocuteurs, mais aussi ils ont défendu le fait que c'était une profession qui était attaquée, mais en fait, il fallait savoir que cette profession, elle a fait beaucoup de ménage et elle a beaucoup évolué. Il lui en reste encore à faire un petit peu. Il en reste encore à faire un peu, mais surtout, il ne faut pas mélanger ce qui est du pouvoir de l'État, c'est-à-dire des lois, ce qui est du pouvoir du CNAPS qui les applique, et ce qui est effectivement des engagements aussi de la profession. C'est 3 choses différentes. Par exemple, on dit, oui, le CNAPS a décidé que... Le CNAPS, il ne décide pas. Le CNAPS, il applique. Il applique des textes et fait respecter la loi, ce qui a été. Donc ça, c'est très important. Oui. Parce qu'on a trop tendance aussi à dire que le CNAPS a décidé que, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, tout est parti de ce rapport qui a été effectivement un peu, comme l'a dit mon interlocuteur, un peu au vitriol. Quand on fait le bilan des choses, on s'aperçoit quand même que ce n'était pas tout à fait le reflet de la réalité et que globalement, c'est une institution qui marchait plutôt bien et qu'effectivement, il fallait se féliciter si effectivement on avait plus de gens
autant qu'on agréait que ceux qu'on refusait, il ne fallait pas s'en plaindre, bien évidemment. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y avait quand même une carence sur le rappel des 3 missions du CNAPS qui sont, premièrement, la police administrative, le disciplinaire et ensuite la mission de conseil et d'expertise. Bon, il y avait certainement un trou dans la raquette sur la mission de conseil et d'expertise. Et donc, au travers de la loi qui autorisait la réorganisation du CNAPS, sur ces structures existantes en les améliorant, on a pu effectivement démontrer aux législateurs, ce qui n'était pas forcément gagné au départ, que la nécessité d'avoir des experts autour d'une table qui seraient capables de proposer des solutions, charge à l'État et au CNAPS d'en décider, bien évidemment. Mais c'était quand même important d'avoir un peu ce qu'on appelle la température du terrain. Voilà. Et donc, à ce titre-là, donc, on a bien évidemment l'État a accepté qu'il y ait effectivement une commission d'expertise qui est présidée d'ailleurs sous la coupe de la présidente du CNAPS. D'accord. Et cette commission d'expertise, donc, effectivement, est chargée de pouvoir faire des propositions sur tous les domaines du périmètre. Elle a aussi en son sein 2 personnes qualifiées au travers de Stéphane Voland et de la préfète Nicole Klein. Donc tout ça fait à peu près qu'il y a 9 personnes autour de la commission d'expertise parce que tous les métiers sont représentés et cette commission d'expertise est chargée donc de pouvoir donner son avis et faire des propositions sur des sujets d'actualité ou des sujets effectivement de la loi qui n'auraient pas été précisés. Alors il y en a, on a déjà une liste de courses comme on appelle assez complète. On travaille actuellement sur des sujets qui vont être en application à partir du 26 novembre, puisque c'est la date de l'application de la loi, et qui vont permettre effectivement d'amener, des éclaircissements, et 2 aussi d'amener, je dirais, un éclairage au contrôle. Parce que l'idée de tout ça, ce qui a été souvent reproché au CNAPS, c'est qu'effectivement, les contrôles, on pouvait les interpréter, et puis selon les délégations, on n'avait pas le même niveau de contrôle, et ça se répercutait bien évidemment au niveau de l'appréciation des commissions locales d'agrément et de contrôle. Voilà. Est-ce que la réforme va véritablement faire évoluer dans le bon sens, justement, Alors, elle va faire évoluer dans le bon sens, je pense, indiscutablement, d'abord, l'établissement, parce que cet apport en expertise, elle manquait quand même. Donc ça, c'est quand même assez important. Il faut rappeler que c'est bien un établissement public de droit administratif, mais qui est financé sur une ligne budgétaire de la LOPSI, du ministère de l'Intérieur. Or, vous avez vu comme moi qu'un groupe politique, la LFI pour ne pas le nommer, vient de déposer un amendement pour rétablir la taxe pour financer le CNAPS. Taxe perçue sur les professions de sécurité. Je ne sais pas comment ça va réagir. Est-ce que déjà ça fait du bruit? Alors pour l'instant, ça fait pas trop de bruit. Honnêtement, mais ça risque d'en faire parce qu'effectivement, on a l'impression d'être dans un bateau ivre. Un coup, on nous l'enlève, un coup, on nous la met. Quand on nous l'a retiré, quand je dis on, je m'excuse, mais quand la taxe a été retirée, on n'était pas d'accord, on l'a dit. Alors, on nous a un peu, je dirais, un peu dit, ben non, mais attendez, on va différer d'un an, on verra après, etc. Cette taxe, elle était nécessaire parce qu'elle donne la légitimité à toute l'organisation. Il est plus logique que, même si on n'en profite pas directement, cette taxe, il faut le savoir, c'est quand même Bercy qui la perçoit. À l'époque, elle faisait pas très loin de 25 millions d'euros quand même. L'établissement en profitait à hauteur de 16 millions ou 17 millions d'euros. Il y avait quand même des choses à dire. Vous êtes parmi les rares profession qui demandait à être taxée, si je comprends bien. Oui, mais parce que c'est extraordinaire. Il faut le souligner. C'est une taxe qui était bénéfique pour la profession. Très bien. Et dans l'idée, c'était surtout de pouvoir transmettre l'information ou faire passer le message aux législateurs qu'avec ce budget et ce qui pouvait rester, on pouvait donner plus de moyens au CNAPS, parce que c'était ça. Parce qu'aujourd'hui, on rentre sous le coup de la gestion État, et donc, bien évidemment, même si effectivement on a un traitement peut-être un peu, pas particulier, mais peut-être pas préférentiel non plus, mais je dirais on nous regarde avec attention, on n'a pas la même marge de manœuvre que si on a un budget d'attribuer, quelque chose qui pourrait être alloué. Justement, ça c'est une bonne transition pour la critique de cette réforme, c'est que déjà, avec le retrait de la taxe CNAPS, pourquoi les boîtes s'étaient opposées? Parce qu'elles avaient compris qu'en réalité, en participant au financement du CNAPS,
ils auraient leur mot à dire. Et donc, à la base, quand le CNAPS a été créé, ça a été créé autour des entreprises de sécurité privée. Donc, c'est une administration pour les réguler, mais elle participait à l'administration qui les régule. Donc, le premier geste qui a été fait par le pouvoir politique, c'est de retirer cette taxe pour dire aux entreprises de sécurité privée, finalement, on veut peut-être que vous ayez moins de place. Et avec cette réforme-là, la place, justement, de la représentation des entreprises de sécurité privée au sein de l'administration a été réduite. Et d'ailleurs, c'était l'une des critiques. Elle a été compromise, même. Ouais, C'est-à-dire qu'au départ, on rappelle qu'en fait, on ne voulait pas trop des professionnels dans la gestion de l'établissement, alors qu'il est capital. Non pas parce que... Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Alors, un, nous n'avons pas un conflit d'intérêt. Deux, vous avez des chefs d'entreprise autour de la table qui sont capables de pouvoir donner leur avis sur la gestion aussi. Et trois, bien évidemment, il y a une vision entreprise qu'il n'y a pas avec l'État. Et puis il faut reconnaître que même si c'est effectivement un peu, on pourrait dire au niveau de l'État un mouton à cinq pattes, parce que c'est le seul établissement mixte quand même, il n'y a pas beaucoup de références à la matière. Donc ça déplaisait beaucoup quand même. Ça a été un peu difficile à faire admettre. Mais vous estimez être mieux représenté aujourd'hui, les sociétés de sécurité privée? Oui. Et puis on a peut-être plus de poids sur la force de proposition. C'est ça qui est important. Et tous les secteurs de la sécurité privée, ils sont bien représentés ou pas? Oui, vous avez l'enquête sécurité, le transport de fonds, la protection rapprochée, les activités aéroportuaires. Enfin, vous avez la majeure partie de la totalité des professions représentées. Les seuls qui ne le sont pas... Vous avez intégré les dernières, à savoir ceux qui mettent les surveillances dans tout ce qui est surveillance d'habitation, dispositif de surveillance, quoi. Ah oui. Alors... Les dispositifs les bailleurs sociaux, les bailleurs sociaux, par exemple, non, les bailleurs sociaux, ils sont plutôt assimilés à des donneurs d'ordre. Ils ne sont pas assimilés, et donc les donneurs d'ordre, c'est un petit peu à part. Cela dit, dans le comité d'expertise, on a quand même le patron qui s'appelle Stéphane Volland des donneurs d'ordre quand même, qui doit représenter une partie. C'est pas tout à fait pareil, mais on peut considérer quand même que on a une vision des choses un peu différentes. Sofiane, moi, je considère que la place des entreprises de sécurité privée a été réduite du fait de la réforme. On voulait l'anéantir complètement, qu'il n'y ait plus du tout de représentation des entreprises. Finalement, l'État a reculé en leur disant on va leur laisser un peu de place. Mais pas suffisamment pour vous? Pour moi, clairement pas suffisamment. On est passé d'une représentation où les entreprises étaient présentes un peu partout, et aujourd'hui ils sont dans la commission de discipline au niveau national, donc en tout cas dans le volet sanctions administratives du CNAPS. Ils sont plus que 3, je crois. Je parle sous le contrôle de Patrick. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que sur la partie administrative, c'est le comité discipline. D'accord. Et ensuite, il existe bien évidemment le collège qui a été transformé en conseil d'administration. Et là, il y a 3 professionnels qui gèrent, qui sont capables de pouvoir siéger et gérer. Contre 8 avant, je crois. Contre 8 avant. Voilà. Donc on passe de 8 à 3, c'est plus... Pour vous, c'est effectivement... Pour moi, au départ, le prétexte était qu'effectivement, le collège n'était pas assez efficace parce qu'il y avait trop d'interlocuteurs. Enfin, on s'aperçoit que les autres interlocuteurs, ils n'ont pas été réduits de l'État. C'est les professionnels qui ont été réduits. Mais quand même, encore, je pense une fois de plus que ce comité d'expertise va permettre d'amener vraiment de l'expertise et il va peut-être surprendre par effectivement les propositions qu'ils peuvent faire, qui seront certainement des propositions opérationnelles. Parce que ce comité, c'est des professionnels et donc, si vous voulez, il y a la remontée terrain. Donc, on peut arriver à bien régler les choses sur les contrôles, sur l'approche, etc. Donc, c'est très important. Très rapidement, il nous reste très peu de temps avant d'attaquer le deuxième thème. J'ai vu en préparant cette émission que l'État reprochait à la sécurité privée une surreprésentation de délinquants, un niveau professionnel faible et pratique frauduleuse qui n'avait pas assez nettement disparu après 10 ans d'activité du CNAPS en raison de la participation des professionnels à son fonctionnement. Je trouve que la charge, elle est lourde. Non, la charge est très lourde et elle n'est pas justifiée. Elle n'est pas justifiée, disons-le clairement. Oui. Voilà, dans le collège du CNAPS version 1, il faut savoir que la majorité, elle appartenait à l'État quand même. Voilà, donc les votes, tout ce qui a été décision était pris en considération, était mis au vote, et le vote majoritaire, c'est l'État. Donc à aujourd'hui, par exemple, un sujet nous on s'est battu, qui commence un peu à avancer, c'est tout le système d'information d'Aracar
avec les téléservices qui sont restés au point mort pendant des années. On a un retard immonde sur le sujet, et ça, bien évidemment, dans le traitement des dossiers, ça a pesé. Ensuite, bon, sur le recrutement, on dit, le niveau, il est faible, mais le niveau est faible parce que l'État ne nous a pas aidés sur le sujet. C'est-à-dire que n'a pas on a fait des propositions de régulation qui n'ont pas forcément été entendues aussi. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Et puis, il y a autre chose aussi qu'il faut dire, je terminerai par là, c'est qu'ensuite, on a ce pouvoir de décision, d'obtention des cartes professionnelles, etc., des salariés, mais derrière, tout le processus équitable qui fait que je peux réclamer, je peux saisir la Commission nationale d'agrément et de contrôle, les claques initialement, et puis derrière, on a aussi toutes les juridictions administratives. Et là, on a un problème de fond. C'est-à-dire que le juge administratif, il juge socialement. Donc, il n'est pas du tout sur les mêmes repères que nous, qui jugeons pour une profession avec la moralité. Et on s'est plusieurs fois retrouvé sur des cas où il a fallu se conformer au jugement du tribunal administratif qui demandait à réintégrer quelqu'un qui avait quand même des sanctions lourdes et qui n'était théoriquement pas admissible. C'est l'application du droit commun. C'est ça. Pour terminer, Sofiane, qu'est-ce qu'on peut attendre comme progrès encore pour parfaire ce CNAPS? On peut espérer qu'il aura plus de moyens. Ouais. Vraiment, moi je pense que c'est une question de moyens. Comme toute administration, une administration pour bien travailler, elle a besoin de beaucoup de moyens. Et je pense que le CNAPS doit comprendre, et d'ailleurs la commission d'orientation et d'expertise est là pour ça, que les entreprises de sécurité privée, ce sont des partenaires. Et donc la sécurité privée de demain, la sécurité privée efficace de demain, ça sera un pacte, ça sera un accord, ça sera du travail en commun entre l'État et les entreprises de sécurité privée. Un vrai continuum. Je peux dire un dernier mot? Oui, bien sûr. Moi, j'attache beaucoup d'importance aux questions de formation. Je pense que c'est la clé. Et il y a une chose que je ne sais pas, vous allez nous dire, est-ce que le CNAPS a également un contrôle, une surveillance ou conseil en matière d'organisme de formation des agents? Alors, il semblait que ça soit très défaillant quand même à ce niveau-là, la formation. Oui et non, parce qu'en fait, on a le contrôle, il est fait. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire de la formation sur ce qu'on appelle les professions qui sont dans le champ d'application du livre 6, doivent obligatoirement avoir une autorisation d'exercer. Qui est délivrée par le CNAPS. Ah bah voilà, c'est très important. Voilà. Aujourd'hui, on a un double contrôle des organismes de formation. On a un contrôle du CNAPS qui doit délivrer un agrément et un contrôle d'une autorité qui est paritaire, donc qui est gérée par les organisations syndicales et les organisations patronales, qui est l'ADEF. Mais depuis 2017-2018, le CNAPS a autorité pour opérer des contrôles dans les boîtes de formation et pour vérifier si ces boîtes de formation respectent des règles suffisamment contraignantes pour mettre des agents sur le terrain et être certain qu'il y a une adéquation entre les exigences des textes et la réalité de la formation. Et ça, c'est très important. C'est assez réglementé. Juste pour terminer, je rallonge un tout petit peu le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, un agent de sécurité se doit de parler et de lire le français absolument ? Depuis la réforme, oui. C'est-à-dire depuis combien de temps ? Depuis cette réforme, qui est rentrée en vigueur en 3 temps, mai, septembre et novembre, il est obligé d'avoir un certain niveau de français pour pouvoir... C'est quand même dingue qu'on n'ait pas demandé ça auparavant. Enfin, moi, il y a 6 mois... il existait avant, mais il n'était pas obligatoire. Un exemple, Patrick, moi j'ai été contrôlé dans un supermarché par un agent de sécurité qui m'a demandé de vider mon caddie pour tout vérifier. Il ne parlait pas français, il ne lisait pas le français, c'est moi qui étais obligé de lister parce qu'il n'arrivait pas à lire sur l'addition ce qu'il y avait dans mon caddie ou pas. Donc là aussi, il faudra progresser. Ce que je vous propose, c'est qu'on va laisser justement cette réforme s'installer et avec un petit peu de recul, il faut compter combien de temps ? 6 mois ? Je pense qu'il faut compter 6 mois, effectivement, le temps de... Parce qu'on a un nouveau directeur aussi. C'est ça. Il y a un directeur qui s'installe. Monsieur Clavière. Et avant l'été, on se fait un petit point tous ensemble dans l'info à chaud. Avec plaisir. On attaque sur le deuxième thème, la confiance des Français sur la sécurité des JO. En vue de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques, donc juste après, selon le baromètre fiduciaire, le Doxa, près de 6 Français sur 10 n'ont pas confiance dans le gouvernement pour assurer la sécurité. Cette défiance pourrait avoir en plus de ça de lourdes conséquences sur la fréquentation, puisque 72% des Français affirment qu'ils pourraient être dissuadés d'assister à ces événements s'ils avaient des doutes sur la sécurité
des Français. 25% des Français seulement font confiance au gouvernement en matière de sécurité, soit un Français sur 4. Et 58%, un peu plus de la moitié des Français, doutent donc de la capacité du gouvernement à l'assurer. C'est alarmant, Georges Fenech. C'est alarmant, en même temps, c'est pas surprenant quand on se souvient de ce qui s'est passé au Stade de France au moment de la finale de la Ligue des Champions. Ouais. On a une image désastreuse dans le monde entier, hein, c'était terrible. Donc l'État doit évidemment prendre toutes les mesures pour que ça ne puisse pas se reproduire. Moi, ce que je retiens quand même, c'est cette prise de conscience, incontestablement, cette commission d'enquête aussi, qui a permis d'établir un certain nombre de dysfonctionnements au Sénat. Et puis, de ce que j'ai vu, apparemment, le Comité international olympique a salué les efforts qui sont faits aussi à ce niveau-là par la France, et qu'il est bon. Maintenant, il reste effectivement que c'est un événement majeur, exceptionnel, surtout qu'on veut lui donner une cérémonie d'ouverture hors norme, puisqu'il y aura, semble-t-il, 600 000 spectateurs le long de la Seine. Et donc là... on va y revenir sur cette... Mais c'est au gouvernement à prendre... Là, c'est vraiment l'État à prendre ses responsabilités et à faire en sorte que ces jeux... Mais moi, je veux être optimiste. Hein. Il n'y a aucune raison d'être aussi pessimiste que ce sondage. Hein. Patrick, 68% des Français s'inquiètent notamment de la sécurité dans les fan zones et à l'entrée des stades. Ils sont 67% à être inquiets de la sécurité à l'entrée des stades. Ils sont beaucoup plus inquiets qu'au sein des enceintes elles-mêmes. Qu'est-ce que, en termes de technologie, de nouvelles technologies, devraient être développées d'ici les JO, justement pour faciliter cette sécurisation à l'entrée des stades? En matière de technologie, on fait énormément de choses. On sait faire énormément de choses. À aujourd'hui, on a un écueil qui est principal, qui est l'écueil réglementaire. L'écueil réglementaire, c'est un frein. Alors, j'ose espérer, il semblerait qu'il va y avoir une loi spéciale JO et qu'il y aura des dispositifs dérogatoires qui permettront effectivement d'utiliser des technologies qui permettront certainement de fiabiliser le contrôle filtrage et surtout aussi de l'optimiser. Voilà. Donc ça, c'est très important. Mais aujourd'hui... Il y en a qui sont déjà approuvés, les nouvelles technologies qui seront mises en place exprès pour ça. Non, pas encore. On parle de l'IA à certains endroits avec des dispositifs dérogatoires. Oui, parce que le gouvernement a annoncé la mise en place d'algorithmes de vidéoprotection visant à identifier les comportements anormaux dans des foules nombreuses. Alors ça, c'est autre chose. Mais les algorithmes de vidéoprotection, pour qu'ils les mettent en œuvre, il faut que la technologie d'équipement existante soit à niveau. Et je rappelle quand même qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui est paru il n'y a pas très longtemps sur la mairie de Paris, ou la préfecture de Paris, je ne sais plus exactement, je crois que c'est la préfecture, je ne voudrais pas dire de bêtises, où en fait s'est tourné des technologies qui n'étaient pas forcément des plus performantes et qui risquaient de poser problème. Parce que le problème de ces algorithmes de vidéoprotection, c'est qu'il faut avoir des puissances de calcul énormes, et donc on peut faire ça que si on a ce qu'on appelle des caméras digitales, c'est-à-dire qu'on traite ça de manière numérique. Si on a des caméras analogiques ou des technologies qui sont moins performantes, ça, on peut pas y arriver. Ça, je vous garantis qu'on sait faire en France. Hein. Voilà. On a le niveau technologique. Ah, mais je confirme qu'on a des technologies... Et nous avons reçu ici, d'ailleurs, dans le groupe Agora, nous avons reçu il y a quelque temps, notamment le secrétaire général de la CNIL, qui ont d'ailleurs consulté toutes les professions pour l'utilisation. On a participé à cette consultation. Consultation, l'intelligence artificielle, des questions de ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. C'est ça. Notamment, mais la CNIL ne fera que ce que le législateur lui demandera de faire. Donc mais les Français sont pour. 8 Français sur 10, 79% plus exactement, sont favorables justement à ces solutions. Ce qu'il faut dire, c'est que ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le sujet. Nous, on a même, il y a 2-3 ans, amené des gens de l'État, notamment au ministère de l'Intérieur de la DISP, enfin maintenant ça s'appelle la DP6, chez nos amis espagnols. Nos amis espagnols développent des technologies d'IA et de reconnaissance qui sont assez importantes, et notamment on leur a fait visiter la gare de Madrid, qui est la plus grande gare d'Europe, où effectivement on a pu, avec des constructeurs, faire la démonstration de comment ça pouvait s'organiser, bien évidemment analysant l'écueil qui fait dresser des cheveux à tout le monde, c'est-à-dire... la gare de Madrid a subi le plus gros attentat de tous les temps en Europe. C'est ça. C'est plus de 200 morts. Voilà. Ça a déclenché, une prise de conscience. Sophia, le niveau législatif, justement.
Mais au niveau législatif, là, l'État a tout à faire. Cette question des JO, moi, m'inquiète profondément et je partage l'inquiétude des Français, puisque, il faut le dire, il manquerait dans les projections les plus optimistes 25 000 agents de sécurité privés et 40 000 dans les plus pessimistes. Et moi, je pense que ça se rapproche plus des 40 000 que des 25 000, puisque c'est un événement majeur. Et je ne sais pas, avec la réglementation, avec le temps de formation nécessaire pour pouvoir sortir un agent de sécurité privée avec une autorisation de travail, je ne sais pas comment on va faire d'ici les JO pour y arriver. Et le législateur devra de toute manière intervenir pour assouplir les règles existantes, pour permettre l'entrée sur le marché d'agents de sécurité privée pour cet événement-là. À ce propos, justement, l'État propose pour la formation, ça aille plus vite, c'est un point crucial cette formation, la création d'une certification spécifique pour les JO qui permettrait de réduire la durée de formation de 175 heures à 106 heures, ce qui ne fait absolument pas consensus auprès des Français. 52% s'y opposent. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, il faut expliquer. Rapidement, parce qu'on a encore beaucoup de choses à aborder. Alors, on explique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une formation réduite. C'est-à-dire qu'on fait une formation normale, mais comprimée. On la comprime et on va s'en servir d'acquis d'expérience après pour que les personnes qui ont cette formation puissent postuler au parcours normal. Ça, c'est le premier point. Parce que si on présente la formation sur un aspect effectivement réduit, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Deuxièmement, quand même, ce que je peux dire aussi, c'est qu'on se focalise d'une part sur les moyens de surveillance et d'autre part sur des moyens électroniques. Aujourd'hui, il n'y a pas de corrélation qui est faite en comment je peux optimiser un moyen humain pour le rendre plus pour l'optimiser avec des moyens électroniques. Ça manque énormément. Je prends un exemple du contrôle-filtrage. Ouais. On a tous l'exemple, effectivement, de celui qui vous contrôle le billet. Ouais. Mais on peut très bien avoir des portiques automatiques avec, effectivement, des dispositifs d'intelligence artificielle. Et au lieu d'armer 10 personnes, on peut armer 3 postes automatiques avec 3 personnes qui contrôlent au cas où. Vous voyez, on peut faire des choses. Et je trouve que là-dessus, on n'a pas assez creusé. Parce qu'on peut arriver à gérer des soucis dans ce sens. Sur le manque de personnel, il y a la possibilité de recruter des étudiants et des sans-emploi comme agents de sécurité. Il y a cette idée qui est mise en place par le gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez ? De toute manière, on va être confronté à un problème de recrutement. Moi, ça ne me choque pas qu'il y ait des étudiants qui soient recrutés, mais à condition qu'il y ait un minimum de formation, bien entendu. Si vous voulez, il y a une analyse à faire. D'abord, cette affaire arrive dans un contexte national où on a un problème d'attractivité dans tous les métiers. Ça, c'est le métier, restauration, sécurité, bien sûr. Ensuite, on a un deuxième sujet qui est le sujet de l'attractivité, comme on a dit, où en fait, il faut donner envie aux gens de participer. D'avoir envie, comme on dit, voilà. Donc ça peut être l'événement, qui est un événement majeur et qui peut effectivement attirer, mais il faut autre chose. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a premièrement une campagne qui doit être faite au niveau national avec les organisateurs et les entreprises de sécurité pour donner envie, voilà. Et deuxièmement, ensuite, ce qu'il faut, c'est travailler, je dirais, sur le fait qu'effectivement, lorsqu'on est rémunéré au SMIG, dans une profession, on n'a pas trop envie non plus d'y aller. Alors, justement, donc il y a aussi le problème financier. Non pas sur vous, mais sur vos propos. Patrick, justement, dans ce sondage, on a ces chiffres très intéressants sur les métiers de la sécurité privée, sur lesquels il faut surfer. C'est que les Français ont une bonne image du métier d'agent de sécurité, à 65%. C'est une bonne nouvelle. Qu'ils jugent utile, à 85%. Mais à leurs yeux, un métier risqué, bien évidemment, à 85%. Ça, c'est la vérité, oui. Difficile, à 80%, et mal rémunéré. Donc là, il faut bosser. Il faut mieux les payer, ces garçons, pour les attirer aussi, à 75%, et pas assez valorisé dans notre société à 78%. Vous voyez, c'est 2 points sur lesquels la sécurité privée doit travailler. J'ai l'impression qu'on n'avance pas. Alors si, on y a travaillé, parce qu'effectivement, avec le comité d'organisation des JO, c'est un point sur lequel on n'arrête pas d'insister. Mais insister, c'est une chose. Non, mais attendez, mais on n'est pas décideurs, nous. Parce que je rappelle quand même que le prix, il est fait par le donneur d'ordre. Il n'est pas fait par la société de sécurité. Ce sont des marchés publics. Voilà. C'est-à-dire que quand le donneur d'ordre, il fixe un prix où il choisit le moins de 10 ans, et que ce moins de 10 ans, en fait, il s'est basé que sur des prix, pas sur de la qualité, parce qu'on ne peut pas faire la différence, on a un problème de fond. Donc, la clé, c'est le donneur d'ordre. Lorsqu'on aura
travailler, c'est ce qu'on fait, mais avec des donneurs d'ordre, vous verrez que ça ira nettement mieux. Parce que si les prix augmentent, c'est plus attractif. Et on a déjà réglé ce problème-là. Donc, au niveau des JO, c'est pris en compte. Il y a une grande partie qui est prise en compte au niveau des JO. Et je pense qu'on aura des appels d'offres, ce qu'on appelle raisonnables, qui permettent de pouvoir offrir vraiment des prestations de qualité. On verra, mais bon, on va voir si ça se passe comme ça. Sofiane. Là, c'est le problème majeur de la sécurité privée, c'est l'attractivité du métier du fait de la rémunération basse. Et on est dans un problème où on demande aux donneurs d'ordre d'augmenter les prix d'achat des prestations de sécurité privée, et en même temps, on a des agents, et les donneurs d'ordre vous diront ça, qui ne sont pas au niveau des paiements attendus pour rendre le métier attractif. Et c'est ce que disait Georges, hein, c'est la formation qui fait le lien entre les deux. Et si on forme mieux ces agents, on pourra les vendre plus cher. Et c'est ça dont il s'agit, c'est ça pour moi l'enjeu de la sécurité privée en France, c'est de former des gens pour pouvoir les vendre plus cher et pour qu'ils puissent avoir des compétences qui sont attendues par les donneurs d'ordre. La formation est capitale, mais quand même, je pourrais quand même dire une précision. Quand on analyse comment est formé un agent de sécurité en théorie, si tout est respecté, c'est quelqu'un qui a la moralité, c'est quelqu'un qui a obligatoirement un brevet de secouriste, c'est quelqu'un qui sait éteindre un feu, il a son brevet d'équipier de première intervention. Donc je veux dire, il a quand même des capacités. Le problème de ça, c'est l'attractivité, mais deux aussi, qu'est-ce qu'on met comme valeur ajoutée quand on choisit la personne. Et ça, les donneurs d'ordre, ils ne sont pas sensibles. C'est-à-dire que quand on mandate un agent, en fait, on visualise pas ce qu'il peut représenter comme valeur ajoutée. Moi, je veux toujours rappeler, quand on parle de ces sujets, que c'est un stadier qui a empêché le terroriste du 13 novembre de rentrer et de faire à l'intérieur. L'importance de ce... Les primo-intervenants de la sécurité privée, bien souvent. Je voudrais terminer, j'ai 2 minutes, mais je voudrais avoir votre réponse sur la cérémonie d'ouverture des JO dont vous parliez tout à l'heure, Georges, qui se déroulera sur la scène. C'est une première en dehors d'un stade. 600 000 personnes attendues, le défilé des équipes, des personnalités, du people et du grand public. C'est un format qui pose beaucoup de questions en termes de sécurité. Les Français, 45%, se prononcent en faveur d'un changement de format. Est-ce que vous pensez qu'on ira jusqu'au bout sur cette idée de défiler sur la scène? Et est-ce que, si c'est le cas, on va pouvoir assurer la sécurité de ces 6 km de près ou de loin de la Seine sur lesquels se dérouleront. On en rêve tous de cette ouverture de cette manière-là. Oui, artistiquement parlant, c'est magnifique, mais sécuritairement parlant. On découvre Paris par la Seine, en réalité. C'est un spectacle qui sera sans aucun doute exceptionnel. Mais au niveau de la sécurité, au niveau de la sécurité, bien sûr, ça soulève des questions difficiles. Est-ce que la France est prête à... Peut-être qu'il faudrait réduire, d'après ce que je vois, il semblerait qu'on veuille réduire la voilure, de diminuer le nombre de spectateurs de 600 000, qui est quand même beaucoup. Énorme. Mais encore une fois, il faut maintenir cette idée, parce qu'elle est très belle. Il faut mettre les moyens pour assurer la sécurité. Ce qui est capital, c'est les moyens. Il faut savoir, on a une ambition, c'est un projet extraordinaire national. La France a la capacité de le réaliser. Est-ce que sécuritairement parlant, on est capable d'assumer? C'est ça la question. Sur la sécurité, effectivement, il y a beaucoup d'interrogations encore. Parce mais enfin, on est à 2 ans, oui, même pas. Mais tout dépend des moyens qu'on va mettre en place. On est quand même la France, il ne faut pas l'oublier. C'est ça, on est des Français. Les Jeux Olympiques, on a démontré par le passé quand même, on était capable de faire des choses extraordinaires. Bien sûr. Et moi, j'aurais tendance à faire confiance au gouvernement et aux organisateurs. Bien sûr. Si on met les moyens, je pense que l'enjeu peut être relevable. Mais par contre, il est effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de points d'interrogation. Et à l'État, si on ne lève pas les points d'interrogation, on va dans le mur. Sofiane, le mot de la fin. Je partage. Pour moi, c'est l'épreuve olympique de l'État, justement, cette cérémonie d'ouverture. Et je pense qu'ils ne l'organiseront pas s'ils ne sont pas certains que la sécurité sera garantie. Je pense que l'État a les moyens de garantir la sécurité de cet événement majeur, puisque c'est quand même le monde nous regardera. Et je ne pense pas que nous sommes dans un pays qui pourrait laisser la moindre faille de sécurité pour un événement de cette ampleur. L'État a pris la main, d'ailleurs, avec le président de la République. Complètement. Sur Peugeot, on voit bien. Alors l'État, le ministre il faut que je rende aussi... l'antenne. Allez-y, rapidement. 3 mots. Le difficile, ministre s'implique personnellement sur le sujet. Oui. Donc c'est pour dire qu'effectivement, ça a été un peu tardif, mais je crois que tout le monde a pris la mesure des enjeux.
prendre la mesure, c'est une chose, mais il faudrait qu'on sente les choses avancer un petit peu. Merci beaucoup. Et ramener des médailles surtout. Patrick, Georges, Sofiane d'être venus dans l'Info à chaud. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.